sujet aujourd'hui, c'est l'optimisation du prix des services additionnels. Alors, pourquoi on a voulu traiter ce sujet chez Pricing Hub? Tout simplement parce que c'est vraiment les services additionnels, c'est vraiment une ligne de PNL importante pour les business. C'est soit un coût important pour les business, et notre idée, c'est de transformer ce coût en opportunité. C'est le cas, par exemple, des frais de livraison, qui va être vraiment le gros du sujet aujourd'hui. Soit c'est une opportunité de business incrémentale, par exemple quand on parle d'extension de garantie ou de services additionnels. Ce qu'on a constaté dans notre expérience avec Guillaume, c'est que le prix du service additionnel est rarement optimisé régulièrement dans le temps. En général, on fixe un prix pour le service et puis c'est là pendant 2-3 ans. Donc cette optimisation du prix, elle n'est pas faite régulièrement, elle n'est pas du tout adaptée aux évolutions des sensibilités prix des consommateurs, elle n'est pas adaptée, elle s'adapte pas aux effets de saisonnalité, etc. Et surtout, cette optimisation du prix, elle n'est pas faite de façon granulaire, donc on n'identifie pas les opportunités d'aller chercher en fait du revenu, de la masse de marge incrémentale, et c'est vraiment notre travail chez Pricing Hub de faire ça. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait se concentrer sur les services additionnels, mais on va surtout parler des frais de livraison et de son corollaire qui est l'impact des frais de livraison dans l'e-commerce sur la conversion. Mais la même méthodologie s'applique en fait quand on parle de n'importe quel autre service additionnel. Donc typiquement, si on parle d'optimisation des extensions de garantie, et là son corollaire c'est l'attachement, et ben on peut appliquer la même méthodologie pour optimiser. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Tujag, mon associé, qui va nous parler des frais de livraison. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Guillaume, cofondateur de Pricing Hub, où je me concentre plus sur la partie produit et la partie gestion des clients. Et moi, mon background, j'ai travaillé pendant longtemps dans le monde du voyage et plus récemment chez eDreams Odigeo, où j'étais en charge du revenue management et du pricing. Où, comme vous le savez, dans le monde du voyage, le sujet du pricing dynamique est un sujet qui a été adressé il y a quelques années déjà. Et on a placé l'élasticité et la sensibilité prix du consommateur au centre de la décision. Et où effectivement la logique de pricing, de dual pricing sur les produits et les services est vraiment un sujet clé du fait à la fois des marges faibles et de la quantité de services additionnels qui est offerte dans ce monde. Merci Guillaume. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais aussi présenter rapidement Pricing Hub, puisque finalement il y a quelques habitués parmi nous qui sont nos clients. Je vois quelques clients, mais qui nous sommes. Pricing Hub, notre mission, c'est vraiment d'optimiser la rentabilité et protéger les marges des retailers et des e-commerçants en mettant en fait la sensibilité du consommateur, la sensibilité prix du consommateur au centre de l'optimisation du prix. Et en fait, on intervient de 3 façons différentes. Notre cœur de métier, c'est de vous fournir une application SaaS simple et intuitive qui s'appelle Pricing Hub Optimize et qui est une application de revenu management qui est là pour vous aider à optimiser votre prix au quotidien et prendre des décisions d'ajustement de prix en fonction de différents critères, dont la sensibilité prix du client. On a un autre produit qui s'appelle Pricing Hub Activate, qui est là vraiment une boîte à outils pricing qui vous permet soit d'automatiser du reporting, soit de faire des analyses de sensibilité prix et faire différentes choses, soit d'optimiser, soit de reporter. Et puis, on intervient d'une troisième façon qui est un peu des missions de conseil. Donc, on utilise notre approche, notre méthodologie et nos algorithmes auprès de nos clients pour résoudre des problèmes de pricing spécifiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on optimise les frais de livraison. Voilà. Alors, Guillaume, pour commencer, aujourd'hui, quels sont les grands mécanismes de business qui entrent en jeu quand on parle d'optimisation des services additionnels ou des frais de livraison? Je dirais qu'il y a trois grandes questions de base d'un point de vue mécanisme à se poser. La première chose est, est-ce que vous souhaitez optimiser les prix de votre service juste sur une logique de coût, c'est-à-dire une logique de marge unitaire, ou bien vous souhaitez vraiment optimiser le prix de vos services au service de l'optimisation de votre performance globale? J'ai vraiment la tendance des marchés, c'est de faire en sorte que le prix des services répondent à l'ambition business et à la performance business sur l'ensemble des autres KPI. Pour ce faire, il y a 2 grands chemins. Le premier chemin consiste à ajuster les frais de ce service, par exemple la livraison, de manière isolée, puisque la sensibilité prix du client de manière isolée sur ce service-là va avoir un impact sur la performance globale.
Donc ça, c'est le sujet, c'est le chemin qu'on va discuter aujourd'hui un peu plus en détail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du pricing isolé seulement sur le service en question, et on va s'attacher à l'impact de la sensibilité prix du consommateur sur l'ensemble du business global, c'est-à-dire le business global, à la fois la performance produit et la performance service. Le second chemin, qu'on aura peut-être l'occasion d'aller voir, de détailler lors d'un autre webinar, c'est celui qu'on appelle le multi-product pricing, qui va s'intéresser à définir l'élasticité du produit et du service ensemble et d'ajuster les prix des deux éléments au même moment afin justement de profiter de cette dual élasticité. C'est un peu plus compliqué et aujourd'hui, il y a peu de retailers qui adoptent cette stratégie. Donc ça, c'est la première grande question. Est-ce que vous êtes prêts, d'un point de vue mécanisme, à aller optimiser le prix du service afin de répondre à une performance globale? Et si c'est le cas, est-ce que cette optimisation du prix du service doit être faite seulement en ajustant le prix du service ou en ajustant à la fois le prix du service et le prix du produit? Deuxième grand message d'un point de vue mécanisme, il faut se poser la question si vous souhaitez conserver une logique de grille tarifaire autour du service ou bien vous souhaitez aller vers une optimisation du prix du service à la demande pour chacun des consommateurs. Généralement, encore une fois, d'un point de vue tendance, ce qui est fait dans le monde du retail, c'est une optimisation de la grille tarifaire. Et enfin, troisième grand message, justement, du fait de trois grandes raisons, il est difficile d'aboutir sur une grille tarifaire optimale qui soit statique et valable éternellement. Et c'est pour ça que cette grille tarifaire, il faut la faire évoluer dans le temps, quelle que soit cette grille optimale, il faut la faire évoluer dans le temps pour trois raisons. Première chose, la sensibilité prix du consommateur vis-à-vis de ce service, elle évolue énormément dans le temps, selon ce que l'on appelle le contexte. Le contexte étant un ensemble d'éléments comme la concurrence, comme la saisonnalité, comme le fait que vous offriez différents produits, etc. La deuxième grande raison pour le fait, qui explique le fait qu'il est important de revoir cette grille tarifaire à intervalles réguliers, c'est le fait que vos propres objectifs business changent dans le temps. Il y a des moments où vous avez des objectifs de volume, de conversion, d'autres de masse de marge, d'autres de chiffre d'affaires, d'autres de panier moyen. Et en fonction de ces objectifs, on va beaucoup en parler aujourd'hui, vous allez voir que la grille tarifaire va beaucoup changer. Et la troisième raison, c'est que la structure de vos coûts d'achat de ce service change dans le temps et donc ça peut amener à changer complètement la grille tarifaire optimale. Donc pour conclure, effectivement, c'est très important de savoir si on souhaite aller vers de la grille tarifaire ou bien de l'optimisation du prix du service par consommateur. Et si on part vers de la grille tarifaire, c'est important de la mettre à jour régulièrement selon les mécanismes qu'on va détailler aujourd'hui, afin de répondre à l'évolution du contexte et de la sensibilité du consommateur. La question suivante, c'était comment se déroule un projet d'optimisation du prix du service chez nous avec Pricing Hub. Et globalement, elle se déroule en trois grandes étapes. L'étape numéro 1 consiste à comprendre et à analyser la performance actuelle. Cette compréhension et analyse de performance, ça consiste globalement à faire un diagnostic de l'état existant. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette étape-là? Eh bien, il faut préparer la donnée de multiples fournisseurs. Typiquement, si on parle du service des frais de livraison, il faut arriver à collecter l'ensemble des coûts de livraison de l'ensemble des fournisseurs. Et ça, c'est déjà un travail en soi de préparer la donnée, de la consolider. Ensuite, il faut lister l'ensemble des KPI qui sont importants pour votre business model. Pas ceux que vous optimisez, mais ceux qui sont considérés comme importants dans votre business model. On en reparlera un petit peu plus tard. Et ensuite, troisième étape, à l'intérieur de cette compréhension, c'est lister l'ensemble des dimensions qui sont impactantes et dont les données sont accessibles. Ce qu'on appelle dimensions, c'est les dimensions produits, typiquement la catégorie, la sous-catégorie, la marque, le fournisseur, etc. Mais aussi les dimensions comportementales d'achat. Typiquement, est-ce que c'est du click and collect? Est-ce que c'est du départ magasin? Est-ce que quelle est la date, le jour de la semaine et l'heure de l'achat, etc. Obtenir toutes ces dimensions-là. Et une fois qu'effectivement, on a été capable de collecter toutes les données nécessaires sur l'ensemble des KPI qui sont pertinents pour votre business et sur l'ensemble des dimensions, on va se concentrer sur la construction de ce qu'on appelle, nous, un tableau de bord. C'est donc simplement un reporting de l'état existant qui va viser à faire quoi? À donner la performance entre la relation du prix du service et l'ensemble des autres KPI par segment de clients. Et ce qu'on appelle un segment, c'est la combinaison des dimensions produits et des dimensions comportementales. Je répète, les dimensions produits étant tous les éléments liés à votre inventaire, catégorie, sous-catégorie, fournisseur, marque, et dimensions comportementales étant toutes les dimensions relatives au comportement d'achat. Si vous avez un business qui est un e-commerce, on peut aller loin dans les dimensions comportementales.
L'idée vraiment ici, c'est d'aller chercher de l'information qu'on ne connaît pas. En anglais, il y a une expression qui dit "We know what we know and we don't know what we don't know". Ce qu'on essaye vraiment d'aller chercher, c'est la logique de cette expression, c'est-à-dire aller vous permettre d'identifier les poches d'opportunités dont vous n'aviez pas connaissance, les segments qui sont très contributeurs d'un KPI et les autres qui ne le sont pas ou peu. Une fois qu'on a compris la contribution des segments et ceux qui contribuent positivement et ceux qui contribuent négativement aux KPI qui vous sont intéressants à prix équivalent ou non, la dernière étape dans cette phase de compréhension et d'analyse, c'est ce qu'on appelle lister les contraintes réelles. Les contraintes réelles, c'est les contraintes dont il va falloir tenir compte lorsqu'on va passer à l'étape suivante, qui est l'étape d'expérimentation et d'optimisation de la grille tarifaire. Donc, les contraintes, sont généralement de 3 types. Il y a les contraintes stratégiques. Typiquement, c'est je souhaite communiquer upfront mes frais de service à mes prospects, c'est-à-dire quiconque arrive dans mon magasin physique ou bien mon e-commerce, il doit avoir accès au prix de l'ensemble de mes services directement sans aller à la fin du funnel de conversion. Donc ça, par exemple, ça peut être une volonté stratégique. La deuxième type de contrainte, c'est les contraintes de granularité. Typiquement, je ne peux pas différencier le prix de mon produit par catégorie ou par géographie, mais je peux le faire seulement par taille de panier. Ou bien, je ne peux pas décider d'un prix différent entre un départ magasin et un click and collect, etc., etc. Donc, arriver à définir quelles sont les contraintes de granularité du pricing. Et troisième grande contrainte, quelles sont les contraintes de dynamisme, de fréquence de changement de prix. Typiquement, je ne peux pas changer mes prix de mon service à une fréquence plus élevée que toutes les 2 semaines, par exemple. Donc ça, ces éléments de contraintes réelles à la fois stratégiques, granulaires et de dynamisme, c'est vraiment très important car c'est ça qui va nous permettre à juste ensuite de définir quels sont les scénarios qui sont pertinents de tester, qui répondent à l'ambition business et aux contraintes opérationnelles. Donc là, on peut passer à la deuxième étape. Donc, une fois qu'on a modélisé la donnée, qu'on a bien compris quels étaient les segments contributeurs ou pas, tu passes à la deuxième étape qui est l'expérimentation. Exactement. Donc l'expérimentation, c'est un joli mot pour dire tester, hein. Expérimenter, tester, c'est vraiment la même chose. La première chose à faire, c'est de définir clairement quels sont les objectifs et les objectifs et les contraintes purement business que vous avez. Qu'est-ce que c'est des objectifs réellement? Ça va être par exemple, ce que je souhaite faire, c'est augmenter ma conversion à marge stable. Donc, ce que je souhaite faire, c'est optimiser le prix de mon service afin d'atteindre une performance globale qui est la maximisation de la conversion. Et ce que je souhaite faire, c'est que ma marge soit stable. Ok, ça, c'est un type d'objectif. Un autre type d'objectif, ça peut être ce que je souhaite faire, c'est rendre profitable mon activité de service. Donc, mon service de livraison, aujourd'hui, il n'est pas profitable. Ce que je souhaite faire, c'est que de manière isolée, le rendre profitable. Mais je souhaite que ça soit fait sans impacter négativement ma conversion. C'est un autre type d'objectif business. Et enfin, un dernier exemple, ça peut être par exemple de souhaiter de maximiser le profit global, donc le profit des produits et du service, donc le profit global de la société, sans dégrader ni ma conversion, ni mon panier moyen. Donc ça peut être par exemple un objectif. Une fois qu'on a défini ces objectifs, ensuite, il va falloir se pencher sur la question de quels sont les scénarios qu'on va souhaiter expérimenter, scénarios ou itérations de tests que l'on va souhaiter tester. Pour ce faire, généralement, on réfléchit en 3 étapes. La première chose, c'est quels sont les scénarios, les itérations qui vous paraissent historiquement intéressants à tester. Il y a plein de sujets dans des sociétés où il y a beaucoup de monde qui ont un avis. Généralement, il y a la couleur du bouton acheter sur le site e-commerce. Et puis, il y a aussi le prix des produits et des services. Donc là, c'est le moment aussi de mettre sur le papier toutes les grandes croyances internes et de lister tous les tests qui ont été envisagés et où on s'est dit, ça serait bien un jour de tester ça. Donc ça, c'est important. Deuxième étape, essayer de faire en sorte d'identifier des scénarios de test qui répondent aux opportunités qui ont été identifiées dans l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, elle va vraiment mettre en lumière des segments qui sont surperformants en termes de KPI et à prix équivalent par rapport à d'autres. Donc potentiellement, ceux-là, on va vouloir tester s'il n'y a pas une opportunité d'augmenter le prix. Typiquement, on peut imaginer qu'on va trouver des segments qui sont sous-performants. On va essayer de voir si ces segments-là sont suffisamment élastiques avec une diminution du prix, par exemple.
Et enfin, la dernière étape, c'est de faire en sorte que le listing de tous les scénarios, les itérations de test qu'on va souhaiter faire, eh bien, elles répondent aux contraintes opérationnelles qu'on a listées précédemment. Donc, vraiment, important d'identifier les grilles tarifaires qu'on va souhaiter tester en utilisant tout ce qui a été envisagé dans le passé, les opportunités identifiées et les contraintes opérationnelles. Ouais, alors cette période d'expérimentation, c'est vraiment le moment de tester un maximum de choses pour aller casser les croyances. Et souvent dans les entreprises, on a des croyances. La plupart du temps, les grilles de frais de livraison, par exemple, sont structurées autour de poids-volume. Bah, c'est le moment de tester une grille qui est structurée sur des tranches de panier. Et à l'inverse, si vous êtes optimisé et si vous proposez une tarification en tranche de panier, c'est peut-être le moment d'intégrer un franco de port, c'est peut-être le moment de tester une grille poids-volume. C'est vraiment le moment de casser les croyances existantes et d'aller. Il faut être un peu bold dans son approche et d'aller tester des choses complètement différentes de ce qu'on a l'habitude. On a un prospect norvégien qui nous disait vouloir tester une approche par distance. Donc, pourquoi pas, il faut tester distance, créneau horaire, il faut tester des choses pour identifier des opportunités, écarter des hypothèses et se concentrer sur ce qui va répondre le mieux à votre objectif. Donc, Guillaume, à ce stade, une fois qu'on a vraiment expérimenté, c'est quoi la troisième étape ? Juste avant de passer à la troisième étape, il y a quand même un alignement sur la méthode d'expérimentation à faire avec le client, parce qu'il faut bien mettre en avant dans les méthodes d'expérimentation, certaines répondent aux contraintes opérationnelles, d'autres ne répondent pas, typiquement le dynamisme des prix. Et surtout, chaque méthode d'expérimentation va avoir des avantages et des inconvénients, notamment en termes de taux d'erreur, la marge d'erreur dans la mesure de la performance. Donc là, ça va être un moment où on va partager les pour et les contre de chacune des méthodes. On va éliminer celles qui ne sont pas faisables opérationnellement au vu des contraintes de chacun. Et surtout, on va mettre en avant la taille de la marge d'erreur de chacune des méthodes. C'est important, justement, afin de faciliter le passage vers l'étape suivante, qui est l'étape de décision et d'implémentation. Parce que forcément, lorsqu'on va prendre une décision, c'est important de connaître quel est le niveau de marge d'erreur qu'il y a dans les résultats qu'on s'apprête à interpréter. Donc, à l'intérieur de cette étape-là, ce que l'on fait, c'est qu'on va comparer la performance de chacune des itérations qui ont été faites. Cette comparaison de performance, on va la faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle itération qui est faite, et on va la faire à la fin afin de comparer toutes les itérations, et aussi versus la grille tarifaire initiale, que l'on appelle la grille legacy généralement. C'est très important de faire cette comparaison et ensuite de calculer automatiquement quel est le scénario ou l'itération optimale selon les objectifs et les contraintes qui ont été listées initialement. Donc là, on calcule ça automatiquement parce que ça permet d'avoir aucun biais humain et que la machine nous dise, voilà, au vu de ce que tu souhaites maximiser et ce que tu souhaites protéger, le scénario optimal est celui-ci et il apporte telle performance sur tel KPI que tu souhaitais maximiser et tel KPI que tu souhaitais protéger. Donc, c'est très important parce que ça permet de mettre en avant le meilleur résultat si on était cohérent avec nous-mêmes. En revanche, parfois, ça nous arrive d'adapter nos objectifs et nos contraintes au vu des résultats. Et donc, évidemment, on va s'intéresser à regarder les scénarios qui ne sont pas théoriquement les plus optimaux aussi, afin de voir si on ne souhaite pas changer un petit peu notre fusil d'épaule. Et ensuite, on va déployer l'itération la plus pertinente, c'est-à-dire celle qui est la plus performante au vu de ce qu'on souhaite maximiser. Question du sondage, c'était: avez-vous mis en place une démarche d'optimisation du prix des services additionnels? Pour l'instant, 67% des répondants, mais on n'a que 3 réponses. On passe à 50. Donc, oui à une fréquence annuelle, et 50% des répondants disent non, pas depuis plusieurs années. Voilà. Il nous faut encore 2-3 réponses pour pouvoir trancher, mais pour l'instant, on est à 50-50. Donc, Guillaume, à un moment donné, donc on a ces 3 étapes. La dernière étape, c'est de décider d'implémenter. On a dit aussi à un moment donné qu'on peut optimiser le prix, mais on peut optimiser aussi les achats de services. Okay, et ça intervient à quel moment, l'optimisation de la partie procurement? Je dirais à 2 moments, à la fin de l'étape 1 et à la fin de l'étape 3.
À la fin de l'étape 1, parce que ça permet vraiment de voir on arrive vraiment à voir où se situe la concentration de l'utilisation de ce service. Et donc, potentiellement, on peut arriver à se dire, OK, ça serait aller chercher une toute petite amélioration de mes conditions, de mes conditions d'achat du service avec mon fournisseur sur ces segments-là de produits ou ces segments-là de clients. Eh bien, ça m'apporterait un impact significatif. Donc là, vraiment, il y a une prise de connaissance très précise, très opérationnelle et très actionnable de où est-ce que je dois me concentrer aujourd'hui sans rien changer de ma structure de coût de mes fournisseurs. Et la deuxième étape, c'est au moment où on va implémenter la grille tarifaire optimale. Ici, c'est intéressant, effectivement, de retourner à la table de la négociation avec le fournisseur du service, parce que là, on sait exactement comment est-ce qu'on va remixer nos produits, comment est-ce qu'on va remixer nos segments clients, et effectivement, pour faire en sorte que la grille tarifaire du fournisseur soit plus alignée avec la façon dont on va avoir notre mix de produits et notre mix de consommateurs à l'avenir du fait de cette nouvelle grille tarifaire. Merci Guillaume. Alors, et du coup, donc il y a cette dimension de procurement qui arrive en plus. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est quand on doit décider quels sont les KPI qu'on regarde et comment est-ce qu'on regarde ces KPI-là. Alors, les KPI, déjà, on se met toujours d'accord avec le client. C'est le client qui va décider quels sont les KPI qui sont pertinents. Bien évidemment, nous, on va recommander les KPI majeurs, les plus classiques, qui sont les suivants. La masse de marge. Alors, la masse de marge va être brute ou nette. Tout dépend du niveau des coûts variables et des coûts fixes que le client est capable de partager. Mais globalement, il y a un aspect bottom line. Et cet aspect bottom line, il va être plus ou moins brut ou net selon encore une fois, la capacité à sortir un niveau de coût fin. Et cette masse de marge, on va la regarder au niveau global, et au niveau produit isolé et au niveau service isolé. On va regarder quel est l'impact de chacune des itérations sur la masse de marge globale, c'est-à-dire produit et service, seulement produit et seulement service. Parce que généralement, c'est évidemment important d'aller maximiser la performance globale, mais il faut aussi avoir conscience de dans quelle mesure, afin de servir la performance globale, j'ai déshabillé Paul pour habiller Jacques. Le deuxième grand KPI habituel, c'est le chiffre d'affaires qu'on va évidemment regarder au global, de manière isolée sur le produit et le service, le volume et le panier moyen. Tous ces KPI, quand je dis qu'on les regarde, qu'on va analyser leur performance, on va généralement toujours analyser leur performance, ce qu'on appelle en part demande. On va toujours essayer de les normaliser pour éliminer les effets de saisonnalité, les effets de stratégie d'acquisition de trafic qui vont faire varier les performances en absolu. Donc, on va toujours normaliser les KPI afin justement de réduire la taille de la marge d'erreur. Bien sûr, pour chacun des clients, parfois, on va aller plus loin et regarder des KPI un peu plus avancés, typiquement l'évolution des coûts variables, justement, par visite client ou bien par commande. On va regarder le taux de retour, le taux de fidélité. On peut même aller regarder des choses comme le NPS, ou bien on va regarder le poids des petits paniers versus celui des gros paniers. Bref, ce que je souhaite mettre en avant, c'est qu'il y a des grands KPI majeurs, mais que pour chacun des clients, on va aller regarder les KPI, soit quantitatifs, soit qualitatifs en termes d'expérience client, qui vont être pertinents. Quels sont les gros challenges que tu rencontres quand on déploie ces démarches-là avec des clients? Oui. Alors, globalement, il y a 3 grands challenges du côté client et 3 gros challenges de notre côté. Les grands challenges du côté client, ils sont de 3 ordres, philosophique, stratégique et opérationnel. Philosophique, c'est la logique de devoir accepter d'échouer pour apprendre. On n'est vraiment pas là on va pas promettre la lune. Et évidemment, pour atteindre une performance optimale, il faut tester plusieurs choses et il y a forcément des scénarios que l'on va tester qui vont être sous-optimaux. Donc, il faut arriver à accepter que durant une certaine petite période de temps, pour une itération donnée, eh bien, il est possible qu'on ne génère pas de la valeur, que l'on en perde. Mais justement, c'est pour pouvoir apprendre que ça ne marche pas et quels sont les sous-segments qui répondent positivement et ceux qui répondent négativement. Deuxièmement, stratégiquement, il faut vraiment arriver à se forcer de définir qu'est-ce qu'on souhaite maximiser et qu'est-ce qu'on souhaite juste seulement protéger en termes de KPI. Donc, c'est la logique d'acceptation de faire des sacrifices. Et troisièmement, le challenge opérationnel, il est de 2 ordres. Un, accéder à la donnée. On a globalement, généralement, de multiples sources. Juste l'exemple des frais de livraison. Généralement, il y a plusieurs transporteurs et donc, il faut arriver à obtenir les coûts de livraison de chacun des transporteurs. Et parfois, il y a un challenge de récupération de la donnée. Je souris un petit peu parce que je pense à un client qui nous a partagé ses coûts de transporteur via des fichiers PDF de plusieurs centaines de pages. Donc, typiquement, ça, c'était un challenge d'accéder à l'information
expérimentation et pour arriver à l'exploiter et la structurer. Et deuxièmement, le deuxième challenge opérationnel, c'est la mise en place vraiment du test de manière fiable avec la connaissance de ce qui se passe opérationnellement au sein de la société. Typiquement, il y a des actions marketing, des actions promotionnelles, et ça va impacter la marge d'erreur du test dans l'interprétation des résultats. Donc, opérationnellement, il va falloir gérer aussi le timing des expérimentations afin justement d'atteindre une mesure de performance qui soit la plus fiable possible. De notre côté, du côté Pricing Hub, je vais être rapide. Nous, on a 3 grands challenges. Justement, le challenge de la préparation de la donnée. Deuxièmement, le challenge du reporting, où il faut qu'on arrive à faire en sorte que le tableau de bord que l'on expose, cette performance par segment, il soit le plus digeste possible et le plus facile à comprendre. C'est un challenge, on va dire, d'interface. Et le troisième challenge, c'est de faire en sorte d'expliquer de manière le plus claire possible les différentes sous-méthodes à l'intérieur de l'expérimentation qui existent et les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, cet alignement-là est important à faire. Voilà. Avant de passer à la question suivante, réponse au deuxième sondage. Donc, lorsque vous définissez les prix de vos services de livraison additionnelle, vous le faites, 50% des répondants disent en fonction de mes coûts, ce qui est assez classique. 38% disent en fonction de la concurrence, ce qui est aussi très, très classique. Et 13%, un répondant, et on l'a un peu dit, en fonction d'indicateurs de performance type taux de conversion. Voilà. Et nous, aujourd'hui, c'est la démarche qu'on promeut, c'est de définir des objectifs et d'adapter en fait cette tarification de services additionnels en fonction des objectifs de business. Question suivante, Guillaume, pour avancer sur le temps. Comment, en termes de structure de projet, d'optimisation, etc., quelles sont les compétences qu'il faut avoir autour de la table pour pouvoir déployer un tel projet et quels sont les facteurs clés de succès? Oui, donc globalement sur le slide ici, on a mis en avant les types de profils dont on avait besoin et la répartition de l'effort. Comme vous le voyez, la répartition de l'effort, elle est majoritairement sur la préparation de la donnée. C'est par expérience, on s'aperçoit que l'accessibilité à les données est un challenge, mais surtout la consolidation et la capacité à croiser toutes les sources de données. Ça, c'est un effort de notre côté avec un profil plutôt BI, plutôt analyste. Ensuite, on a un effort lié au reporting, mais celui-ci est moindre dès lors qu'on a bien effectué le travail de reporting. Ensuite, on a un effort d'alignement sur la méthode d'expérimentation. Et là, c'est plutôt un rôle de chef de projet avec une expertise pricing assez forte qui va vraiment mettre en avant ça auprès du client. Et enfin, il y a tout le travail d'interprétation et de décision où il faut vraiment arriver à accompagner le client sur la compréhension claire de la performance de chacun des scénarios sur l'ensemble des KPI qui sont pertinents. Facteur clé de succès, je dirais que c'est vraiment le fait de travailler vraiment en équipe. C'est vraiment pas une relation fournisseur-client que l'on a dès lors qu'on lance ce type de projet. C'est vraiment une équipe unique qui vise à faire en sorte de trouver le bon scénario qui va maximiser la perf des KPI souhaités. Et donc, pour ce faire, on est vraiment une logique open book. On va être hyper transparent tout au long du process sur les résultats atteints de chacune des itérations afin de faciliter la prise de décision finale sur la grille optimale. Et dernière question, on peut s'attendre à quoi en termes d'impact? Parce que je pense que c'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. C'est un gros impact PNL, mais combien, quoi? Ouais, bien sûr. Alors, je vais faire 10 secondes sur la réponse de Normand à cette question qui va être de dire, évidemment, ça dépend de multiples facteurs. Ça dépend de l'existant, si l'existant est déjà optimisé ou pas. Ça dépend du contexte, si le contexte est hyper concurrentiel ou pas. Ça dépend du contexte, mais aussi du contexte, on va dire, macroéconomique. Et ça dépend aussi, évidemment, des objectifs et des contraintes. Bon, voilà. Maintenant que j'ai fait cette réponse-là, évidemment, vous voulez tous des chiffres. Donc, je dirais que si on vous partage l'expérience qu'on a eue, au-delà de nos croyances et de ce qu'on observe mathématiquement, c'est vraiment les résultats atteints il y a 3 grands messages à sortir. Premièrement, l'impact est fort. L'impact, qu'il soit positif ou négatif, la sensibilité prix des consommateurs sur le service additionnel est de telle nature que l'impact est fort sur le business global de la société. Et ça, on l'a vu dans différentes industries. Vous avez compris qu'on vient du monde du voyage, où ça a été particulièrement utilisé. On l'a utilisé dans d'autres industries, l'industrie de l'électronique, l'industrie du bricolage, etc. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment un pattern commun. L'impact est fort. Deuxièmement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment des opportunités très, très fortes sur certains KPI, mais généralement, c'est très peu probable que ça n'arrive pas avec un autre KPI qui soit dégradé.
c'est très peu probable, excepté si le contexte, si l'existant actuel est vraiment sous-optimal. C'est peu probable, encore une fois, on ne se met pas dans une position où on veut vendre du rêve, c'est peu probable d'arriver à trouver l'ensemble des KPI, des 10 KPI qui sont positifs pour vous, qui vont aller à la hausse vers une grille optimale. On va toujours tendre vers ça, mais ça serait un petit peu utopique de vous mettre en avant le fait qu'il n'y aura que de l'amélioration de KPI. Donc, il y a vraiment cette logique de surperformance très, très forte, mais au sacrifice d'un autre KPI. Et donc, typiquement, pour donner un peu de chiffres, ce qu'on a été capable d'observer récemment avec un client important, après avoir fait une dizaine d'itérations différentes, vraiment de structures très différentes, on a atteint... ce client-là souhaitait réellement maximiser sa conversion et sa masse de marge, si possible, d'un point de vue global, d'un point de vue produit et service. Et c'était ça vraiment son objectif. Donc, la variation des frais de livraison qui allait atteindre cet objectif-là. Et donc, on a réussi à atteindre des performances comme 50% d'augmentation du produit, plus 30% de la masse de marge. Et tout ça, ça s'est fait avec un remixage du produit assez important qui nous a amené dans une situation à moins 10% du panier moyen. Donc ça, c'était les objectifs, c'était les performances incrémentales atteintes sur le scénario, l'itération qui a été choisie par le client. Il y a bien sûr eu d'autres scénarios qui maximisaient encore plus, par exemple, le KPI de conversion. Mais celui-ci n'a pas été choisi car il dégradait trop d'autres KPI qui étaient importants, typiquement le panier moyen. Donc vraiment, c'est vraiment un arbitrage à faire en connaissance de cause à la fin au vu de la performance de chacune des itérations. Ouais, merci. Oui, donc c'est bien important de comprendre que dans cet exemple-là, on a essayé d'identifier le scénario qui correspond à l'objectif du client. Et là, c'était vraiment d'aller chercher de la masse de marge. Avant de poser ma dernière question et la conclusion de Guillaume, je vois qu'on a plein de super questions dans la rubrique questions. N'hésitez pas à upvoter les questions des autres participants, comme ça on va pouvoir les prioriser. Et pendant ce temps-là, Guillaume va nous donner le mot de la fin pour la conclusion. Le mot de la fin, c'est vraiment l'impact est fort. Ne sous-estimez pas l'impact que la variation des prix du service va avoir sur votre business global. Il y a vraiment une opportunité à aller chercher ici, sortir de la logique de prix défini selon mes coûts pour le service et sortir de la logique de rentabilité du service en soi va vous permettre d'aller chercher un impact très fort. Ne sous-estimez pas la sensibilité prix globale du consommateur. Généralement, en fait, on explique cela du fait que le consommateur a globalement un wallet pour l'ensemble de son expérience et on le retrouve bien à travers tous ces tests que l'on a fait. Donc vraiment, sous-estimez pas l'impact. L'impact est fort, même si ça paraît un petit service dans l'expérience globale de votre offre. Merci Guillaume. Bon, on va passer aux questions. Donc la première question qui a été upvotée 4 fois, c'est la question de Yannick. Qui dit très humblement, je ne suis pas un spécialiste des frais de livraison, mais est-ce que en fait les frais de livraison ne doivent pas être fixés dans les CGV? Et la question, c'est comment est-ce que je peux concilier en fait les phases de test et le fait que je dois mettre à jour mes CGV? Ok, merci Yannick pour la question. Alors typiquement, ça, on le vit comme une contrainte opérationnelle. Donc, je vais prendre l'hypothèse où, effectivement, disons que ça soit obligatoire de mettre en avant le prix du service dans les CGV. Typiquement, lorsqu'on fait la phase de test, durant toute la période d'expérimentation, on va mettre à jour les CGV en disant voici la grille tarifaire qui est valable aujourd'hui durant cette itération-là. Et puis, si on fait une itération qui dure une semaine, et ensuite on va mettre à jour les CGV qui vont illustrer ça. Et ensuite, on va faire une autre itération où on va mettre à jour les CGV. Vous pouvez aussi dire que dans les CGV, on peut aussi mettre en avant le fait que le prix varie selon plusieurs critères et lister les critères. Je ne suis pas sûr que légalement, il y ait une obligation de lister le prix exact de chacun des services. Juste expliquer la logique des critères qui vont faire varier. Je pense que c'est suffisant. Mais encore une fois, si c'est une contrainte que vous avez, il n'y a pas de problème. On la supporte en faisant ce que j'ai mentionné en introduction. C'est de la coordination légale. Je me rappelle à un client avec lequel on avait travaillé sur les extensions de garantie. Là, on avait créé en fait des services supplémentaires ad hoc en fait, ou avec en fait c'était une réplication des extensions et avec les services associés qui étaient identiques plus un microservice. Donc on faisait un B prime et en fait on testait ça. Voilà. En fait, il y a toujours des moyens
des solutions à ce type de problème. Ensuite, question suivante. Une question de Barbara, voilà, justement très orientée consommateur. Lors de la phase d'expérimentation, comment justifier en termes d'expérience client qu'un tarif de service livraison soit différent pour certains clients? Alors là, la question est très intéressante parce que en fait, tu vas pouvoir rentrer un peu et expliquer justement cette méthodologie de déploiement des tests un peu plus en détail. Oui, bien sûr. Alors, la logique d'expérimentation, ça consiste à dire qu'on va avoir un groupe de référence et un groupe témoin. Ce groupe de référence et groupe témoin peut être divisé de différentes manières. Ça peut être typiquement, on peut se rapprocher de la logique d'A/B test, d'avoir une randomisation du prix offert par type de client, effectivement. Ça, c'est une logique où là, la question se pose tout à fait. Une autre logique, ça peut être de dire, je vais exposer une partie de mon inventaire ou une partie de mes zones géographiques à un prix et ne pas le faire sur un autre. Et donc, je vais observer la différence de performance entre les deux groupes. Et la troisième logique, c'est la troisième qui existe dans le monde de l'expérimentation. Ça consiste à dire, durant un espace-temps, je ne vais pas faire de changement. Durant un autre espace-temps, je vais faire le changement. Et encore une fois, chaque méthode a des pour et des contre, notamment sur les sujets de marge d'erreur. Ouais. Alors, cela dit, quelle que soit la méthode choisie, la question de Barbara reste valable, à savoir, quel que soit mon groupe témoin, je vais forcément je peux me retrouver face à des clients qui disent tel prix a varié en fonction de tel prix a varié par rapport à tel autre groupe, d'autres groupes témoins qui se soit dans un autre espace-temps ou sur une autre catégorie, etc. Eh bien, encore une fois, d'un point de vue communication, on peut l'expliquer. Ça peut se dire, ça peut s'expliquer de dire que l'on est en phase de test. Où on peut aussi être très clair sur la structure du prix du service. Il n'y a pas vraiment de problème à expliquer le fait qu'on est en train de faire d'expliquer la structure tarifaire de la grille actuelle. Et si vous estimez que ces changements-là ont un impact sur l'expérience du consommateur, il s'agit de trouver quel est le bon KPI. Tout à l'heure, j'en ai listé certains qui vont être pertinents pour mesurer, on va dire, cette perception de mauvaise expérience utilisateur. Je sais pas, le taux de retour, le NPS, quel qu'il soit. Ça peut être intéressant d'aller chercher justement le KPI que vous estimez pertinent pour mesurer cette, entre guillemets, mauvaise expérience utilisateur liée à une phase de test. Concrètement, les deux modes d'expérimentation qu'on utilise le plus, quand même, c'est la géographie quand on a des points de vente physiques et la dimension temporelle quand on a un e-commerce. Donc, quand vous avez des dimensions temporelles, donc vous avez des semaines de test et puis vous avez des semaines de contrôle. Et là, vous n'avez pas cette problématique de différenciation et de ségrégation de clients. Voilà. Et ça nous fait rebondir sur la question d'Hervé, justement, qui dit, voilà, quelle est la durée des phases de test? Combien de temps il faut combien de phases de test et puis combien de temps peut durer une phase de test? Alors, la durée de la phase de test, c'est une relation directe avec la marge d'erreur. Donc ça dépend vraiment du volume, de la stabilité du volume du client, de la stabilité de la performance, etc. Donc ça s'anticipe. Donc ça, justement, on l'évalue lorsqu'on partage les pour et les contre de la méthode d'expérimentation. Généralement, par expérience, une phase de test, il faut absolument tester tous les jours de la semaine, parce qu'il y a une élasticité très différente sur différentes dimensions. Mais par exemple, entre un consommateur du lundi matin et du samedi après-midi, c'est très probable que la sensibilité prix soit très différente. Donc, il faut absolument qu'il y ait une représentation de tous les jours de la semaine. Généralement, on n'a jamais rencontré une situation où moins de 10 jours pour une phase de test paraissait pertinent tant en termes de représentativité qu'en termes de marge d'erreur. Ensuite, le nombre de tests à faire, ça dépend vraiment de quel est l'investissement que l'on souhaite faire pour cette phase d'exploration. Et puis, ça dépend aussi de quel est le nombre à quel rythme on arrive à trouver une grille qui soit optimale. On a un client pour lequel on avait commencé par avoir comme objectif de tester 4 itérations différentes, 4 grilles tarifaires. Puis au bout de la 4e, en fait, l'appétit vient un peu en mangeant. On s'est rendu compte que parmi les 4, on avait trouvé 1 voire 2 gagnants par rapport à la grille actuelle, mais que le client adhérait vraiment à la méthode. Et finalement, aujourd'hui, on en est à la 10e phase de test. Et ça, c'est parce qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles opportunités qui sont identifiées. Quand je vous disais qu'on interprète les résultats après chacune des itérations, on n'attend pas la fin. C'est parce que justement, chaque itération permet de nourrir la suivante.
Donc, la durée dépend du taux d'erreur et le nombre dépend de la taille de l'investissement dans l'exploration qu'on est prêt à faire et du rythme auquel on arrive à trouver des opportunités intéressantes. On continue avec les questions, Guillaume, et c'est encore dans la lignée une question d'Hervé toujours, qui dit justement quelle est la fréquence, à quelle fréquence il faut faire des vagues de tests. Et en fait, la question de Hervé, c'est lié au changement de contexte. On a dit que il faut aller prendre en compte les changements de contexte. Comment est-ce qu'on les identifie et à quelle fréquence on doit faire les changements les séries tests. Et il dit aussi une deuxième chose. Il se voit difficilement prêt à faire varier ses prix des services du jour au lendemain. Donc en fait, il y a un peu deux questions là. Donc la première partie, c'est quelle est la fréquence de test, et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on gère la transition entre une phase de run où il y a les prix normal et puis des tests. Ouais, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse derrière la question. Et effectivement, on peut pas dire d'un certain côté que la sensibilité prix du consommateur change selon le contexte et ensuite dire qu'on définit une grille tarifaire qui va être valable constamment dans le temps. Mais en même temps, on a la problématique de dynamisme. Globalement, en fait, on va recommander effectivement de réexpérimenter, refaire des phases de test à intervalles réguliers. La fréquence va dépendre directement de chacun des business des clients en fonction du rythme de changement d'offre et du changement de sensibilité prix des clients. Si vous avez un business qui est très saisonnier, je sais pas si vous êtes dans le fashion par exemple, vous êtes dans le fashion, vous allez avoir des élasticités qui sont généralement très saisonnières entre l'été et l'hiver, typiquement, c'est très différent. Si vous êtes dans le monde du pneu, c'est pareil, il y a une élasticité très différente, etc., etc. Donc en fait, le rythme doit être directement lié par la saisonnalité de votre business. Et effectivement, nous, on va recommander une refonte, une réexpérimentation, au moins un rythme de 2 fois par an, voire à une fois tous les 3-4 mois, disons. Très bien, Guillaume. Et du coup, pour répondre à la question d'Hervé, il ne se voit pas faire varier ses prix du jour au lendemain des services. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi, en fait. Parce que je pense qu'il y a notamment quand on a des points de vente physiques, il y a vraiment un sujet local discuté avec les entités locales, les magasins. Donc il y a peut-être des impacts. Et donc là, je pense qu'il y a une discussion à avoir en amont. Mais sinon, par rapport aux clients, notre métier, c'est de faire varier les prix, et un changement de prix s'opère toujours du jour au lendemain. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de communication spécifique à faire sur demain les prix vont changer. Ouais, mais je suis d'accord évidemment. Et ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est la taille de l'opportunité de chacun d'eux. Et si jamais vous avez une contrainte technique opérationnelle qui vous empêche de mettre à jour les prix quotidiennement, on va quand même vous exposer la grille optimale qui répond à cette contrainte-là. Beaucoup de questions aujourd'hui, c'est super. Ouais, c'est super. Alors, on va continuer. Donc, il y a encore 3 autres questions et je pense qu'après, on pourra s'arrêter là. Il y a une question de Fabien et après, on répondra à la question de Yannick. Donc, Fabien dit, quelle est la différence de stratégie entre le B2C et le B2B? Alors, ça, c'est intéressant. Alors, déjà, vous avez compris que dans notre approche, on met la sensibilité prix du consommateur au centre de la définition de la grille tarifaire optimale du service. Généralement, cette sensibilité prix du consommateur, elle est très directement liée au prix du produit en B2C, alors qu'en B2B, il va y avoir généralement d'autres éléments que le prix du produit. Il va y avoir la taille du deal, l'historique du deal, etc. Donc, je suis pas en train de dire que c'est pas du tout applicable. Ce que je dis, c'est que en B2B, il y a généralement d'autres facteurs à considérer dans la définition de la grille et la définition dans la définition des scénarios, parce que les segments de clients doivent être différenciés différemment en B2B selon, par exemple, la taille des deals, selon le type de segment, selon l'historique, selon les différentes choses, la fréquence d'achat. Donc, la segmentation et l'appréciation des KPI doit sans doute se faire différemment en B2B qu'en B2C, mais l'approche
me semble être aussi pertinente en B2B. Question de Yannick qui dit le test sur les frais de livraison peut aussi bien se faire sur la valeur des frais de port, mais aussi sur la valeur du franco de port. La réponse est oui, c'est un gros oui. C'est vrai, tout à fait. C'est vraiment un gros oui. Et en fait, la valeur, le franco de port est juste une des valeurs possibles des frais. C'est-à-dire que les frais peuvent avoir une valeur qui varie de 0 à X. Et typiquement, dans nos expériences récentes, on a vraiment fait beaucoup de scénarios où on a fait justement varier la taille des paniers éligibles au franco de port ou bien la taille des catégories éligibles au franco de port. Donc vraiment, c'est un gros oui à cette question. Voilà. Et enfin, dernière question, la question de Jean-Christophe. Donc, avez-vous une approche de benchmark permettant de comparer les coûts de services additionnels? Là, la réponse est non. C'est pas notre métier et justement, c'est pas le type d'approche qu'on promeut. On ne promeut pas forcément une approche par alignement des coûts ou analyse des coûts de la concurrence. Voilà. Je sais pas si tu veux dire un peu plus. Ça peut être, là où on peut le considérer, c'est de manière inspirationnelle pour définir les scénarios. Effectivement, comme Jérôme l'a dit, ce n'est pas notre métier on va pas capturer l'information du benchmark. En revanche, on va pouvoir la consommer et suggérer des scénarios, des itérations de tests selon certaines pratiques du marché pour répondre justement, par exemple, au scénario je crois que c'est très bien d'être le moins cher du marché. S'il y a cette énorme croyance, eh bien, nous, on va permettre de tester cette croyance, cette itération-là, en utilisant les données qui existent et en définissant des grilles tarifaires qui vont répondre à cette grande croyance, afin de tester, de vérifier ou non on va dire l'intérêt d'un point de vue performance d'une telle stratégie. C'est juste pour complémenter la réponse. Voilà, super. Écoutez, d'avoir pris le temps pour nous écouter et je vous remercie tous pour vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. On apprécie de discuter en one-to-one avec tout le monde. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup de votre interactivité. À bientôt. Bonne journée. À bientôt.